paix de l'esprit et du cœur. J'espère que vous l'avez au moment où vous nous regardez. Téléspectateurs de la WF1 TV, bonjour et merci de nous rejoindre pour faire le round-up de l'actualité de cette quinzaine dans votre magazine La Loupe. Pour cette quinzaine marquée par plusieurs événements, nous allons commencer par le commencement et parler d'Octobre Rose, qui est le mois dédié aux activités de lutte et de sensibilisation contre le cancer du sein. Nous allons également parler de politique. Quel avenir pour Mimi Touré après sa rupture avec la coalition présidentielle APR? Nous allons continuer avec la politique pour parler de l'amnistie de Karim Wade et Khalifa Ababakar Sall proposé par le président de la République. Et pour clôturer, nous allons parler également d'éducation, cette rentrée scolaire endiguée par les inondations. Qu'en est-il de l'avenir des enfants? Pour parler de toutes ces actualités, j'ai avec moi Astou qui est chroniqueuse et journaliste. Astou, bonjour. Bonjour, je me nomme Astou Diop et je suis journaliste chroniqueuse. Je suis une invitée de La Loupe. Merci de nous rejoindre, Astou. Et c'est avec plaisir également que je reçois M. Fall Maktar. M. Fall. Bonjour Madiguen, c'est un grand plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup. Je vous laisse vous présenter peut-être. Alors, c'est M. Fall Maktar, je suis fondateur et directeur général du complexe Déclic, expert en communication, coach aussi et professeur. Merci. Merci de nous rejoindre, M. Fall. Et j'ai également avec moi Madame Dr Fatma Guenoun, qui est la présidente de la LISCA. Docteur. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Je m'appelle Dr Fatma Guenoun, je suis la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer, qui est une fédération de plusieurs associations. Elle a également plusieurs casquettes. L'Association des femmes médecins aussi. Voilà, je suis membre de l'Association des femmes médecins du Sénégal, qui regroupe toutes les femmes médecins du pays. Merci en tout cas de nous rejoindre sur ce plateau. Et on va parler, comme je vous l'avais dit à l'entame, de Octobre Rose. On voit aujourd'hui qu'il y a une amélioration dans le secteur de la lutte contre le cancer. Elle, Madame Guenoun, est la présidente de la LISCA, comme je vous le disais, et elle va nous donner peut-être des statistiques pour commencer. Oui, je vous remercie en tous les cas. On me traite de féministe, mais je ne suis pas féministe pour commencer. Parce que quand je parle des cancers féminins, qui sont les deux premiers cancers, parce que j'ai l'habitude de dire que quand on prend tout sexe confondu, tout âge confondu, le cancer du col est le premier cancer au Sénégal, avec plus de 1900 nouveaux cas et 1352 décès. Vient ensuite le cancer du sein, qui est le deuxième cancer, avec 1817 cas et 951 décès par an. Le troisième cancer, c'est le cancer du foie, qui était le premier cancer dans les années 80, mais avec une mortalité féminine encore plus marquée. Le quatrième cancer, c'est le cancer des hommes, qui est le cancer de la prostate. Et le cinquième cancer, c'est le cancer de l'estomac. Donc, et nous avons environ plus de 11 000 nouveaux cas de cancer au Sénégal avec environ 8 000 décès, malgré tous les efforts qui sont faits parce qu'il y a des retards de diagnostic. Voilà. D'accord. Et quelles sont les causes les plus fréquentes du cancer? En fait, en général, parce que si je parle du cancer du sein, c'est différent, mais en général, nous avons les causes exogènes qui sont les facteurs favorisants les plus marqués quand on prend le tabac, qui est responsable de 30% des cancers, l'alcool responsable de 30% des cancers, la mauvaise alimentation, donc une alimentation mal équilibrée, malsaine, est responsable de 30% des cancers. Le défaut d'activité physique est responsable aussi de 30% des cancers. Ces facteurs de risque-là sont les mêmes facteurs que les maladies cardiovasculaires, le diabète. Donc, mais pour chaque type de cancer, il y a un facteur primordial. Donc, je parle en général, nous sommes au mois d'octobre, on a les cancers du sein et nous, au Sénégal, parce qu'on s'est dit, il y a un mois qui est dédié au cancer du col, mais comme nous sortons du Sénégal, de Dakar, chaque année, nous faisons 2 régions. On se dit on ne peut pas aller loin et ne pas
vraiment inclure le dépistage et la sensibilisation du cancer du col, qui est le premier cancer. C'est pour ça que c'est une nouveauté en Afrique. Au Sénégal, on parle des 2 cancers au mois d'octobre. Et donc, quand je parle du cancer du sein, comme facteur de risque, d'abord c'est le sexe. Dans 99%, ça touche la femme, mais dans 1%, on a un homme atteint. Quand on prend 100 cancers du sein, 99 sont des femmes, 1% c'est des hommes. Et donc, on a les mêmes facteurs favorisants. Donc, on est femme, on a des facteurs héréditaires, parce qu'on est issu d'une famille à cancer. Dans 20 à 30%, les femmes qui sont issues de ces familles peuvent être sujettes d'un cancer du sein. Quand on a le gène, parce que pour les familles à cancer, il faut typer ce gène-là qui est responsable du cancer du sein. Et donc, quand on type ce gène, on a 5 à 10% des gens qui peuvent faire ou qui feront le cancer du sein quand ils sont le gène dominant. Donc, on a le traitement hormonal substitutif parce que les femmes qui font une ménopause et qui ont les désagréments de cette ménopause, qui prennent un traitement hormonal, ça, on sait qu'effectivement, ce traitement hormonal substitutif, il est facteur favorisant du cancer du sein. Et il y a des femmes ça, on n'y peut rien, c'est la nature qui fait qu'une femme voit ses règles avant 12 ans ou arrête ses règles après 55 ans. C'est cette longue période d'hyperœstrogénie qui favorise le cancer. Ça ne veut pas dire que ces femmes qui ont ces facteurs endogènes spécifiques ne feront pas tout un cancer, mais elles doivent être surveillées pour ne pas faire un cancer. La prévention vaut mieux que la guérison. Et par rapport aux facteurs exogènes? Les facteurs exogènes, nous tous, nous pouvons faire quelque chose. Manger, surtout l'alimentation, manger des fruits et légumes. Parce que manger des fruits et légumes, c'est éviter de manger des fruits avec des pesticides et des engrais chimiques. Je pense qu'au Sénégal, on a la chance de ne pas mettre beaucoup de pesticides dans nos cultures. On a des fruits locaux. Voilà, ce sont des fruits sauvages, ils ne sont pas cultivés, on les cueille à la période, comme le mad, le ditar, et donc on peut en manger des fruits, 5 fruits et légumes par jour. Éviter de manger la viande rouge. La viande rouge, on doit en manger 1 fois par semaine. Malheureusement, Monsieur Fall, il ne fera pas ça. Mais malheureusement au Sénégal, le poisson qui doit être moins cher, il est devenu très coûteux. Il est plus cher de manger du poisson que de la viande. Donc, quand on a des ressources diminuées, on préfère acheter de la viande que d'acheter du poisson qui est très coûteux. Et ça, vraiment, je dois demander aux politiques de revoir cela parce qu'on a l'océan Atlantique à côté, il y a du poisson et on doit pouvoir en consommer vraiment de manière et éviter la pollution des mers aussi. Parce que quand on doit manger du poisson pollué, mieux vaut manger la viande. Et donc, ça, et faire des activités. Même les personnes qui travaillent, vous pouvez, quand vous êtes assis devant votre ordinateur, après quelques heures, vous levez faire quelques pas. Et on doit instaurer dans les entreprises des salles de yoga, de relaxation pour faire de l'exercice physique. Les femmes qui sont au foyer, elles travaillent, elles font des va-et-vient, elles font le ménage, elles font ce sont des activités sportives. Effectivement. Juste pour revenir à l'alimentation dont vous parlez, est-ce qu'il ne serait pas bien aussi de surveiller un peu les produits qui sont importés aujourd'hui, qui sont facteurs de beaucoup de maladies et qu'on n'en parle pas vraiment? Il y a également des produits qui sont fabriqués ici, donc nous tous nous savons qu'il y a des produits qui ne sont pas bien pour la santé, mais on n'en parle pas très souvent. On en parle peut-être, nous ne sommes pas très bien écoutés. Parce que quand on dit au niveau de certains, heureusement que je n'ai pas vu cette publicité ici en venant ici, parce que tous ces produits, ces additifs, les cubes, les bouillons cubes, ils sont remplis
de produits qui sont nocifs pour la santé, aussi bien pour le cancer que pour l'insuffisance rénale. On a beaucoup d'insuffisance rénale au Sénégal, on a beaucoup d'hypertension artérielle parce qu'ils contiennent des produits qui sont même qui entraînent l'impuissance. Donc, à force de consommer ces bouillons, les boissons qui viennent des pays asiatiques avec beaucoup de colorants, beaucoup d'additifs. Surtout pour les enfants. C'est pour ça que je pense qu'il faut privilégier l'eau pour nos enfants. Les enfants, il faut éviter les boissons colorées. Donc, s'il faut donner à un enfant pour lui faire plaisir, donnez-lui une boisson gazeuse claire que de donner une boisson gazeuse avec ses colorants qui sont vraiment chimiques. Et ces colorants sont remplis d'additifs et qui sont cancérigènes. Et ça entraîne beaucoup. On a remarqué que les hommes sont devenus de plus en plus, il y a des cas d'insuffisance, il y a des cas d'impuissance sexuelle, il y a des cas de stérilité de couple. Et c'est dû à cette culture de tout ce qu'on mange qui ne sont pas bons. Il faut manger sainement, revenir à ce que nos ancêtres mangeaient. Le matin, ils mangeaient de la bouillie de mil. Hein? Ils ne mettaient pas du sucre, ils mettaient du bouilli. Et le pain de sage, il est rempli de substances, de vitamines. Il y a du calcium, il y a beaucoup de vitamines. Donc, je pense que revenir à nos cultures, ça, c'est important. Manger sainement. Favoriser le consommer local, c'est bon non seulement pour la santé, mais également c'est bon pour l'économie. Manger sainement, c'est la base d'une hygiène de vie et elle a parfaitement raison. Sur ce, docteur, quelles sont les activités que vous menez dans Octobre Rose afin d'endiguer l'évolution de la maladie? On offre des bons de mammographie aux femmes qui ont 40 ans et 74 ans, qui veulent se dépister, qui ont les 15 000 francs. Pour les autres qui n'ont pas 15 000 francs, ce que nous faisons, nous offrons des consultations de sénologie effectuées par des spécialistes. Donc au niveau de notre siège, au niveau de la Ligue sénégalaise contre le cancer qui se trouve à Sacré-Cœur 3. Donc les femmes appellent sur 2 numéros pour prendre rendez-vous. Quand elles viennent, on les examine. Et si elles ont des lésions, nous leur offrons des bons de mammographie. Et ensuite, nous les accompagnons dans le diagnostic. Et ça, c'est important parce que dire « venez vous dépister », on vous trouve quelque chose, on vous laisse seul. Non. C'est notre objectif, venez vous dépister. Si on vous trouve quelque chose, nous vous accompagnons. C'est pour ça que nous cherchons de l'argent pour pouvoir accompagner toutes les femmes chez qui nous trouvons une lésion. Donc ça, c'est du 1er au 31 octobre. Nous menons des conférences de sensibilisation dans les entreprises. Nous faisons des consultations aussi au niveau de certaines entreprises. Pour faire la sensibilisation, c'est important. Juste par rapport à la communication, comment vous voyez l'évolution de la mentalité des femmes à venir vers peut-être l'information d'elles-mêmes? Je pense que ça a beaucoup changé. Beaucoup, énormément. Parce que quand on commençait en 2010, on n'avait pas 100 femmes quand on appelait. Et si vous voyez, nous sommes aujourd'hui à plus de 1200 femmes examinées. Donc, ça veut dire qu'elles viennent d'elles-mêmes. Elles savent qu'elles se soucient de leur santé. Parce que le cancer touche des femmes de plus en plus jeunes. Avant, le cancer du sein, c'était l'affaire des femmes de plus de 45 ans, 50 ans. Maintenant, il y a des femmes qui ont 20 ans, 25 ans, qui ont des cancers. Et le cancer de la femme jeune, est virulent. Il évolue rapidement, malheureusement, et entraîne des métastases le plus souvent. La métastase, c'est une localisation secondaire des cellules cancéreuses. Par exemple, je donne un exemple, le cancer du sein. Il y a des organes de prédilection. Par exemple, quand la cellule cancéreuse va quitter le sein, va traverser la circulation sanguine et lymphatique, va venir se localiser d'abord au niveau du poumon, qui est l'organe le plus proche, au niveau du cerveau, au niveau des os. Par moment, les femmes viennent parce qu'elles ont les signes de métastase, plus que parce qu'elles ne se soucient pas de la tumeur qui est au sein. Et, quand c'est au niveau des os, il y a des fractures spontanées. Quand c'est au niveau du poumon, c'est des signes du cancer pulmonaire, des toux,
des crachats, elles crachent du sang et tout. Quand c'est au niveau du cerveau, parfois elles ont des troubles de visuel, des céphalées et tout. Donc, c'est pour ça que le bilan d'un cancer, il est exhaustif parce que tu fais le bilan local et loco-régional pour voir si la tumeur n'a pas atteint les autres organes. Parce que on va faire un scanner, on va faire l'IRM pour voir si les autres organes ne sont pas atteints. Par rapport toujours à la communication, comment ça se passe pour que les gens puissent venir vers votre association? Si aujourd'hui quelqu'un est atteint de la maladie, comment il peut faire pour accéder à votre association? En général, les activités de la LISCA, c'est la sensibilisation, la communication, c'est la prise en charge des malades. Le médecin qui traite le malade va faire un résumé du dossier médical. Parce que on ne prend pas n'importe qui. J'ai le cancer, aidez-moi. Non, il faudrait que le médecin fasse un résumé en disant que bien et belle, cette personne a les signes du cancer et la personne va faire une demande manuscrite accompagnée de la copie de la pièce d'identité. Parce que nous prenons tout le monde, mais nous privilégions les Sénégalais. Parce que comme cette prise en charge varie entre 950 000 et 2 250 000, mieux vaut privilégier les Sénégalais que les étrangers. Et quand le dossier est déposé au niveau de notre siège, il est remis à une des assistantes sociales, parce que nous avons 3 assistantes sociales bénévoles qui vont faire l'enquête sociale, qui vont vraiment estimer la hauteur de la prise en charge. Et ensuite, le comité se réunit. Le comité, il y a les membres de la LISCA, l'assistante sociale, il y a les psychologues, il y a des oncologues. On discute du cas et on discute de ce cas de manière anonyme. On ne dit pas que c'est telle personne, on va dire c'est tel monsieur qui est âgé de 65 ans qui a un cancer de la prostate ou telle femme qui a un cancer et elle n'a pas les moyens. Donc, elle n'a pas les moyens, elle n'a même pas de parents qui puissent l'aider parce que c'est assez difficile. Parfois aussi, les malades viennent après le diagnostic. Par moment, elles viennent même pour être accompagnées pour le diagnostic. Ça, c'est vraiment compliqué. Les moyens ne sont pas parfois là. Et par rapport toujours à la communication, j'aimerais interpeller M. Fall, qui est communicant. Il y a beaucoup de désinformation dans l'information. On le disait tantôt avant le plateau par rapport au vaccin. Comment vous voyez ça? Merci beaucoup pour la question. En vous écoutant à un certain moment, moi j'ai voulu vraiment intervenir sur beaucoup de points. Parce que la première chose, c'est que j'ai entendu beaucoup d'activités, beaucoup de conseils que vous donnez. L'information n'est pas très souvent bien accueillie, ou en tout cas n'est pas très souvent transmise. Ça, c'est très important de le savoir. Surtout quand il s'agit donc de maladies, de consultances, etc. Parce que la plupart des Sénégalais n'ont pas encore cette culture-là, donc d'intégrer le bilan, d'intégrer les diagnostics dans leur quotidien. Alors que c'est d'une importance fondamentale, c'est la prévention avant de parler de guérison. Et dans ces types de maladies, telles que les cancers, c'est prévenir avant qui peut très souvent donc sauver le sujet en tant que tel. Et c'est important de revenir sur ça. Mais ce qui fait qu'on n'a pas encore intégré donc, qu'on n'a pas intégré donc, la prévention ou les bilans à faire avant, c'est toujours un manque de communication à mon avis, surtout. Donc, parce que je pense que les gens ils sont intéressés par leur santé. S'ils savent que si je ne fais pas ça ou si je n'ai pas cette habitude-là, je n'ai pas ce comportement dans mon quotidien ou bien dans mes activités, ça peut impacter ma santé en tant que telle. Je pense que pour la plupart, ils iront donc vers l'information. C'est très important de le savoir. Déjà qu'on a l'ISCA donc, qui est à leur disposition, c'est très important qu'à chaque fois que besoin se présente, qu'ils puissent savoir en fait qu'est-ce qui se passe, quelles sont les préventions, quelles sont les mesures à prendre avant donc d'entamer des procédures de guérison alors qu'il y avait la prévention qui était disponible. Là, c'est un. Mais l'autre chose, en fait, parce que je vous ai entendu parler d'hygiène donc alimentaire, ça c'est très important parce qu'il y a un côté politique aussi. Aujourd'hui, nous parlons de ce que vous entendez, les OGM, je ne sais pas si vous les connaissez, donc hormones génétiquement modifiables.
Donc, bon, en tout cas, d'après cette loi-là qui vient à peine d'entrer à l'Assemblée nationale, votée à l'urgence, c'est important de revenir sur cette charge-là. Pourquoi? Étant donné que c'est des fruits qui peuvent être, en tout cas, c'est des la patience pour les avoir, mais on peut attendre aussi. Oui, en fait, exactement. On accélère la procédure donc pour que ces fruits, ces légumes-là puissent mûrir. En fait, et ça, d'habitude, c'est des organes, c'est des produits chimiques qui sont utilisés et qui peuvent être cancérigènes comme on l'a dit, en tout cas, sur cette loi-là. C'est important. Mais comme Madame l'a dit, moi, je voulais juste peut-être intervenir sur ça. Il y a une tribu qui s'appelle les Hanzas. En tout cas, c'est un peuple qui vit au niveau donc, de l'Amazone. Ils ont plus la longévité, c'est-à-dire ils ont une très grande longévité. En fait, leur longévité est énorme. En fait, c'est la plus longue, si je peux le dire comme ça, longévité. La tribu qui a une plus grande longévité. Longévité donc au monde. Et quand on a essayé de comprendre encore leur secret, ça faisait partie. Ils ne mangent pas de sucre. C'est la première chose. Mais aussi, ils consomment local. Il y a énormément de choses comme ça qu'ils font. Et donc, tout tourne autour de leur alimentation. Et c'est très important. Et aussi, ils font du sport, donc quelques activités. Pour nos femmes qui peuvent être atteintes donc, de cancer, c'est très important d'avoir l'information, mais aussi de recevoir la communication. Donc, la responsabilité, elle est aussi étatique. Donc, quand je parle des OGM, elle est aussi communicationnelle quand je parle donc des acteurs tels que l'ISCA et autres, mais aussi la responsabilité, elle est aussi les femmes en tant que telles, qu'elles intègrent dans leur vie, dans leur quotidien, ce besoin, ou en tout cas cette habitude-là de faire des bilans, de faire des diagnostics pour prévenir au lieu donc de guérir. Merci. Effectivement, c'est vraiment important. Assurer une chose à y ajouter. Surtout ça en fait, parce qu'ici au Sénégal, tu peux tomber malade, tu as mal à la tête ou bien tu es en état grippal. Au lieu d'aller à l'hôpital, tu achètes des calmants, tu achètes des paracétamol, tu achètes des ibuprofène. Et au fur et à mesure, si tu es atteinte d'une maladie telle que le cancer, ça avance sa vie avec toi sans que tu ne le saches. Et au moment d'aller à l'hôpital, ça va être trop tard. Tu seras en phase terminale. Exactement. Ça, c'est vrai. Et finalement, ils seront obligés, les médecins, de faire un accompagnement, pas curatif, mais peut-être plus un accompagnement simple. Et ça, c'est vraiment des choses à éviter quand on a la bonne information. Donc, c'est plus facile. Madame Gueline, par rapport à vos activités de sensibilisation, au-delà des budgets que l'État peut-être vous donne, quels sont les autres fonds que vous avez? En fait, l'État ne donne que, et ça c'est tout à fait récent, hein, c'est en 2016, lors d'une journée mondiale que le président Macky Sall nous avait reçue, il nous avait octroyé une subvention de 10 millions. Et depuis 2019, avec cette Covid, ils ont augmenté la subvention à 20 millions. Mais cette subvention, ce n'est que pour le fonctionnement de la Ligue. Vous savez, nous organisons des soirées de levée de fonds. Ce sont ces soirées de levée de fonds qui nous permettent de prendre en charge les malades. Quand nous organisons ces soirées, nous avons deux comptes. Un compte de fonctionnement qui est différent du compte des malades. Le compte des malades est dédié uniquement aux malades du cancer, à la problématique du cancer. Au-delà de prendre en charge des malades du cancer, je vais vous dire, nous avons équipé l'ancien service Institut Curie de l'hôpital Le Dantec. Nous l'avons rénové à neuf parce qu'on était le premier à savoir que ce service était vétuste. Nous avons construit une salle de chimio et ça c'est grâce aux fonds que nous recevons. On a dépensé plus de 100 millions pour remettre à neuf tout l'Institut du cancer et ça c'est important. Nous accompagnons aussi des jeunes médecins parce que vous savez, la lutte contre le cancer, ce n'est pas uniquement prendre en charge les malades. Il faut augmenter le personnel qui prend en charge les malades du cancer. Nous avons offert des bourses. Nous avons permis à 4 radiothérapeutes. Vous savez, le diplôme a été ouvert au Sénégal et ainsi nous avons chaque année inscrit 2 étudiants pendant leurs 4 années de formation. Et nous avons commencé depuis l'année dernière pour 2 autres médecins. Et chaque année, nous payons 2 200 000 pour ces 2 médecins. Nous avons offert une bourse
pour une oncologue médicale. On n'a pas 10 oncologues médicaux au Sénégal. Et cette femme, elle était partie en Côte d'Ivoire par ses propres moyens. À un moment donné, elle était bloquée. Et nous l'avons accompagnée, nous lui avons offert 4 millions, plus de 4 millions 200, environ 4 millions 500 par an pour qu'elle puisse terminer. Heureusement qu'elle a terminé, elle est rentrée dans son pays, elle est en train de servir les Sénégalais, alors que l'État ne lui a pas donné de bourse. Donc, en fait, nous participons, nous intervenons dans tous les domaines pour améliorer la lutte contre le cancer au Sénégal, vous savez. Et quelle serait l'importance aujourd'hui d'avoir plus de 10 oncologues dans le pays? Parce qu'avec les cas que vous parlez aujourd'hui, 11 000 personnes dépistées, combien de cas de cancer en général? Si on a seulement 10 oncologues, comment ça se passe? Nous sommes en train de faire des plaidoyers. Faire des plaidoyers parce qu'avant 2000, je ne sais pas, avant 2000, peut-être 2018, on traitait le cancer qu'à Dakar, malheureusement. Alors que maintenant, il y a des unités qui sont ouvertes à Fatick et à Thiès. La première unité, c'est à Thiès, qui est un médecin qui fait de l'oncologie médicale, qui a traité beaucoup de femmes à Thiès. Et ça, c'est important. Moi, ça lui commence actuellement. L'hôpital de Touba, qui n'est pas encore fonctionnel, c'est qu'on fait beaucoup de plaidoyer. Ce que nous voulons, que dans tout le Sénégal, dans toutes les régions, au niveau des hôpitaux régionaux, qu'il y ait des unités de prise en charge du cancer. C'est possible. Mais pour cela, il faut offrir des bourses aux jeunes médecins. Parce que quand on fait 8 années d'études, on est dépendant des familles. On arrive après 8 années aux alentours de 29-30 ans. On va toujours tendre la main à nos parents. Ce n'est pas possible. Il faudrait que l'État subventionne, permette à ces jeunes de se spécialiser. L'étude médicale, ce n'est pas facile. Payer, parfois ils n'ont pas de bourse, pendant 8 ans, faire sa thèse et après vouloir faire une spécialisation. Vous savez que l'inscription, c'est à 1 100 000. Si vous n'avez pas 1 100 000 pour faire une spécialisation, comment vous allez faire? Vous ne pouvez pas le faire. Donc, il faudrait que l'État accompagne ces jeunes à se spécialiser, ces jeunes médecins. Il y a beaucoup de médecins qui sont, mais malheureusement, qui s'arrêtent à être, c'est pas docteur généraliste. Des généralistes. Il faut beaucoup plus de spécialistes. Il faut les encourager. Il faut leur donner des bourses. La LISCA, en tous les cas, n'a pas les moyens de sa politique, mais on veut améliorer la prise en charge des malades du cancer et on est transversal dans cette prise en charge-là. On essaie de faire de notre mieux quand nous avons il y a des bonnes volontés. Et ça, je suis vraiment heureuse de le dire. Jusqu'à aujourd'hui, nous travaillons qu'avec des Sénégalais. Tout ce que nous avons réalisé depuis 2010, c'est avec l'argent des Sénégalais, des bonnes volontés. Nous n'avons pas de subventions qui viennent de l'étranger. Je vous ai dit, notre premier téléthon, c'était en 2010. À l'époque, on avait eu 153 millions qui nous avaient permis de prendre en charge des malades du cancer. À l'époque où la chimio n'était pas gratuite. Vous savez que la cure de chimio, à l'époque, c'était entre 3 millions et 6 millions. Et donc, ça a pris vraiment rapidement. On a accompagné beaucoup de malades pour la chimiothérapie. Et chaque fois que nous pouvons organiser une soirée de levée de fonds, nous le faisons. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on le fera parce que c'est urgent. Les caisses de la LISCA sont vides. Justement, à ce propos, vous êtes en train d'organiser une collecte de fonds, si je ne me trompe pas, avec des numéros disponibles pour les transactions Wave, Orange Money, c'est ça? Oui. Nous avons actuellement Orange Money, c'est dièse 144 dièse 626 dièse. Et sur Wave, il faut aller vers paiement marchand et essayer de retrouver paiement LISCA. Vous allez donner ce que vous avez et on a vraiment, comme on dit, vous pouvez donner ce que vous voulez et si tous les Sénégalais, les 15 millions de Sénégalais donnaient 100 francs,
la Ligue pourrait prendre tous les malades en charge. Il faut donner parce que c'est important et que les malades ils sont là et le besoin il est là. Je vous rappelle que vous êtes sur Women First TV pour faire le round-up de l'actualité de la quinzaine avec votre magazine La Loupe. Madame Guenoune, pour revenir à vos activités, peut-être un dernier mot sur le combat que vous menez. En fait, je demande à toutes les femmes, parce que je pense que c'est le combat des femmes d'abord, mais c'est le combat de tout un peuple. Donc, il faudrait accompagner vos femmes, aider la LISCA à accompagner les femmes dans le dépistage et dans la prise en charge du cancer. Donc, M. Fall, peut-être vous avez un dernier mot à y ajouter. Merci beaucoup pour la dernière intervention. Bon, j'apprécie beaucoup ce travail que Mme Guenoune est en train de faire et tant d'autres aussi, avec toute l'équipe en fait, qui l'accompagne naturellement. Parce que je trouve ça, en fait, c'est un vrai dire ça, les combats essentiels, mais surtout les combats nobles, qu'il faut non seulement valoriser, mais sur lesquels il faut communiquer. Parce qu'on voit énormément de personnes de ressources donner de l'argent, je ne dirais pas dans des futilités, parce que peut-être ces choses-là sont importantes, mais je ne pense pas qu'elles soient beaucoup plus importantes que prendre en charge une femme atteinte donc, de cancer. À mon avis, c'est ces choses-là qu'il faut vraiment divulguer, qu'il faut vraiment partager, permettre à ceux-là de pouvoir mener leur combat à bien, parce que demandant des moyens, demandant donc beaucoup de soutien, malheureusement, elles ne sont pas très souvent soutenues parce que l'information ne passe pas. Donc non seulement je fais la rétrospection personnellement moi-même, mais j'invite à tout le monde aussi, non seulement de participer, mais de faire participer à d'autres pour que ce combat-là soit gagné d'emblée, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fall Assou. Une intervention? Moi, je dirais qu'il faut aider cette ligue parce que pour moi, ce n'est pas seulement en octobre. C'est le combat d'une vie. Parce que le cancer, ça tue des gens, ça tue des femmes, nos mères, nos sœurs, nos tantes. Donc, favorisons cette ligue en fait et améliorons la communication. Effectivement, parce que c'est une maladie qui est vraiment très très coûteuse. Donc, si on n'a pas les moyens de se faire accompagner, c'est compliqué pour la personne qui en est atteinte. Donc, c'est un message très important. Je rappelle que vous regardez votre magazine La Loupe qui fait le round-up de l'actualité pour parler politique, la rupture de Mimi Touré avec la coalition présidentielle. Comment vous voyez ça, M. Fall? Merci beaucoup pour la question. Mimi Touré et la rupture, c'est bien de l'appeler comme ça. Bon, comme on l'a tous vu récemment, sa démission dans le groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, cette trahison, si je peux l'appeler comme ça, comme elle l'a si bien dit en tout cas, donc cette promesse-là qui lui avait été faite, en fait, pour le poste donc, du président ou de la présidence donc, de l'Assemblée nationale, malheureusement, qui n'a pas vu jour. Mais c'est la politique qui est comme ça, assez tortueuse, assez difficile, assez compliqué et qui a toujours donc ses surprises, naturellement. Mais elle mène à bien, en tout cas elle est en train de mener à bien ce combat-là, parce que récemment elle a déposé une loi à l'Assemblée nationale, justement je voulais en venir. Est-ce qu'on peut priver Mimi Touré de ses droits d'être un député non inscrit? Parce qu'il y a deux choses. Bon, c'est pas possible ça, juridiquement parlant, c'est pas encore possible. Peut-être la forcer à démissionner, peut-être c'est le process qu'ils sont en train donc, de mener, mais c'est la radier de l'Assemblée nationale, c'est pas présentement possible. Mais je parle surtout de ce projet de loi qu'elle vient à peine, elle, de déposer avant-hier, pour éviter, exactement, concernant donc, les nominations des familles et tout. Une déclaration de guerre. Donc elle est en train de faire un casus belli, continuer donc son bonhomme de chemin. Après avoir démissionné, elle continue donc son combat de faire de l'existentiel, mais de mener des actes aussi qui montrent. Parce que depuis sa démission, beaucoup de Sénégalais disaient qu'elle est toujours dans des combines actionnées avec le président Macky Sall. Elle peut revenir à tout moment, mais avec cet acte-là assez pâteux, je ne pense pas qu'il y ait possibilité donc, de revenir. Elle montre carrément, elle dessine son chemin, elle montre donc ses positions. Et là, c'est très important de le comprendre. La politique, elle est comme ça. C'est le frontal, c'est les combats, c'est vraiment les propositions à faire. La seule chose ou brèche en fait, qui peut rendre caduque, ou en tout cas difficile, ou en tout cas inapproprié, inopportun donc cette proposition de loi-là, c'est le fait que de vouloir
endiguer le chemin à tout un proche du prince de pouvoir accéder à des postes meublés. Effectivement, et même si la personne elle est qualifiée, donc on sous-entend qu'elle ne doit pas occuper un certain nombre de postes parce qu'il est en rapport ou bien avec un lien sanguin qui le lie au président de la République. J'ai entendu beaucoup de politologues, si je peux les appeler comme ça, ou politiciens en train donc de parler de ça, mais il faut qu'ils fassent doucement. Ça, c'est un projet de loi. Et quand on parle de projet de loi, c'est une loi qui est en cuisine, qui est donc qui est vraiment en construction, elle n'est pas encore faite. Il faut faire tout pour qu'elle soit modelée, mais l'information qu'elle essaie de faire passer, tout le monde le sait. Nous ne sommes pas dans de la géroncratie, nous ne sommes pas dans des royaumes, en fait, naturellement. On ne peut pas juste occuper de postes parce qu'on est cousin, cousine, frère ou quelque chose comme ça, donc du prince. Ça ne le mérite pas. Donc cette loi-là doit être revue naturellement. On ne doit pas endiguer le chemin à quelqu'un qui a le background, qui a le parcours qu'il faut, qui est rompu à la tâche, donc de pouvoir accéder à un poste. Ça, on ne doit pas le faire. Non plus aussi, on ne doit pas meubler ce poste-là à quelqu'un juste parce qu'il est cousin ou il est proche donc, du prince. Maintenant, entre ces deux réalités-là, il y a toute une autre possibilité. C'est de voir donc les brèches qu'il faut éviter, mais aussi c'est cette géroncratie-là qui commençait vraiment à être notoire, cette dynastie. Comment on l'appelle, cette dynastie-là qui poussait, qui commençait à grandir. Donc, de l'endiguer, c'est quelque chose de très normal. Je pense que c'est le message qu'elle voulait faire passer, mais ça n'a rien à voir avec une discrimination, comme on l'appelle, donc de la famille. Ça aussi, c'est quelque chose à connaître. Quoi. Effectivement, et moi je trouve que ce projet de loi, c'est assez intéressant, pas seulement au Sénégal, mais partout en Afrique, parce que c'est un problème que nous voyons récurrent dans tous les pays africains. Exactement, il faut que l'Afrique commence à avoir cette culture-là, que les postes soient meublés par les meilleurs d'entre nous, en vertu et en compétence. C'est ça qui est normal, c'est ça qu'ils doivent faire. Mais comme le dit Schopenhauer, comme le dit Gandhi, comme le dit tout le monde, les lois, les révolutions passent toujours comme ça. Au premier coup, c'est ridicule, puis ça va être dangereuse, et c'est à la fin que les gens verront que c'est banal. L'élection des femmes, c'était comme ça. Il y a beaucoup de choses en fait. Il faut au premier coup que ça soit mal vu. Je rappelle que Copernic, quand il avait dit que la Terre tournait autour du Soleil, et c'est ce qui a causé donc sa mort. Aujourd'hui, il est écrit sur sa pierre tombale, l'homme qui fixa le Soleil et qui lança la Terre dans l'espace. Après Galilée, etc. C'est comme ça, les révolutions passent toujours par ces choses-là. Mais il faut prendre le temps de diagnostiquer, prendre le temps de bien étudier ça, mais que ça soit avec une grande objectivité, mais que aussi le problème soit diagnostiqué et ciblé. C'est quoi le problème? Je suis président de la République, je nomme toute la famille. Ça, on le sait. Comment on va l'appeler? Est-ce que ça sera une loi qui s'appellera donc Mimi Touré ou autre? Ça, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, ce problème doit être endigué. Point. Exactement. Et quand on propose des solutions à l'Assemblée nationale, je pense que c'est un bon endroit et que les députés qui sont élus par la population feront le nécessaire pour voir ce qu'il y a lieu de Espérons. faire, ce qui est bien pour la population. Trouvez-vous que Mimi a un poids politique suffisant pour se présenter au présidentiel de 2020? La politique, elle est compliquée. J'aime bien cette phrase donc, de Babacar Justin Ndiaye qui dit que la politique, il y a l'Écosse, mais aussi il y a le corset. L'Écosse, c'est cette météo-là que les gens font, c'est ce guissané-là que les gens font. Dire celui-là, il va être, celui-là, il va être. Mais je vous dis, les plus grands politologues du monde, je ne sais pas, de la planète, même si je peux les appeler comme ça, auront énormément de problèmes donc, de cerner la population sénégalaise parce que amnésique, parce que manque d'objectifs, cachetière, beaucoup de choses en fait. Il est important de comprendre ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on puisse tracer notre bonhomme de chemin en politique, qu'on ait des convictions, qu'on croit à ces convictions et qu'on l'expose en fait. C'est très important. D'être entouré d'un bon staff, c'est très important parce que en parallèle, je ne veux pas faire de pub, mais de toute façon, il est en train de voir des solutions. Il est en train donc de voir des solutions pour sa candidature pour les élections 2024. Bon, si elle le fait, si elle s'y met, elle peut avoir quelque chose. Hein, parce que aussi, n'oublions pas qu'elle a été Premier ministre, ministre de la Justice, présidente donc des 16, etc. etc. Et elle a eu donc une pratique internationale à l'ONU pendant un bon moment. Et elle a aussi, je pense, le background qu'il faut. C'est la com qu'il faut revoir. C'est une bonne équipe qu'il faut peaufiner. C'est vraiment de bons projets qu'il faut vraiment dérouler. Et je pense que les Sénégalais pourront embrasser sa cause qui peut être noble, je pense. Et ajouter qu'elle a été victime d'une peut-être injustice et c'est une chose que les Sénégalais aiment bien. Aiment bien, oui. Donc c'est quelque chose qui joue aujourd'hui en sa faveur.
J'avoue, plus ou moins, hein, parce que aussi, le grand souci, c'est l'autre camp, en fait, qui est vraiment titan en communication, qui est en train donc de lui endiguer le chemin là. Ils ont très tôt fait ce qu'on appelle en communication le Buffalo Gris. Ils ont commencé à d'ores et déjà dire qu'elle se victimise. Hein. Donc, parce qu'elle a été la pièce maîtresse, si je peux l'appeler comme ça, de plusieurs injustices, telles que la fermeture de son ancien mari, l'emprisonnement de son ancien mari, l'emprisonnement de beaucoup de gens, c'est-à-dire cette traque-là assez monstrueuse qu'on a fait à l'endroit de Karim Wade, elle a piloté ça. C'est elle-même qui a fait donc revenir donc CREI, etc., etc. De toute façon, il faut qu'il redessine donc son horizon. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. En communication, quand même, elle peut tout faire, hein, parce que c'est Lénine qui le dit. Faites-leur manger le mot, ils avaleront la chose. Elle n'a qu'à donc avoir un bon staff de com et je pense ils pourront bien la crayonner davantage pour qu'elle soit bien admirable, aimée par les Sénégalais. Une première présidente du Sénégal. Féministe, oui. Oui, ça me fait bien aux féministes. Madame Guéline, par rapport à ça, l'affirmation d'une femme dans la politique sénégalaise, comment vous voyez ça? En fait, toute femme doit pouvoir s'affirmer, quel que soit son domaine d'activité. Donc, elle est en politique, elle n'a qu'à s'affirmer et s'entourer, comme l'a dit M. Fall, de personnes qui puissent la valoriser son image. Parce que quand même, elle a un background, elle a des antécédents qui vont ternir son image et on va le lui rappeler. Ça, c'est sûr. Parce qu'à la politique, c'est à la guerre. Et j'espère que les Sénégalais vont pouvoir peut-être, un jour, on verra une femme présidente. Parce que ça, c'est le point d'interrogation. Est-ce qu'on va l'accepter? Parce que ça, il faut se poser beaucoup de questions. Bah, moi, d'abord, je pense que Mimi Touré a été victime d'une injustice, d'une fausse promesse. Elle a été trahie par ses confrères, poignardée dans le dos par ses confrères avec qui elle a tellement bataillé pendant des années. Donc aujourd'hui, moi je ne pense pas qu'elle se victimise. Elle plaide ses droits. Et concernant les élections présidentielles de 2024, moi j'aimerais bien pour qu'une première fois, le Sénégal ait non un président, mais une présidente. Parce que voilà, ça fait des années qu'on a des présidents et il n'y a pas beaucoup d'avancement. Donc peut-être que c'est possible, mais il faudra avant ça contourner tous les problèmes liés à son mandat, peut-être aux lois qui tournent autour. Et également, M. Fall, juste attirer l'attention sur le fait que Mimi Touré était à la CREI lors du tract de Karim Meïssa Wade. Aujourd'hui, on entend qu'on va peut-être l'amnistier ou pas. N'est-ce pas peut-être une petite provocation ou bien une correction de ce que Mimi a tracé? C'est dans les... c'est vraiment dans les calculs de Macky Sall, hein. Ce fin politique malheureusement pour le pays. Donc tout ce qu'il fait est assez calculé. Moi je l'avais dit hein, depuis 6 mois qu'ils seront amnistiés. On ne veut pas les amnistier juste pour les amnistier comme ça. Il y a des calculs vraiment politiques derrière. Hein. À savoir déjà pourquoi l'amnistie, pourquoi pas donc une grâce. Et la différence elle est importante parce que la grâce elle est présidentielle naturellement et directe. Par contre, l'amnistie, elle est parlementaire. Elle passe donc par le Parlement, par l'Assemblée nationale. Donc c'est un renversement. On amnistie aussi des faits, mais pas une personne. Exactement. Mais c'est ça qui est le plus grand malheur, le plus grand danger. Et j'en viens. Ça, c'est les conséquences de l'amnistie. Mais pourquoi une amnistie? Pourquoi faire un renversement de charge? C'est Macky plus ou moins. C'est la machine Macky ou la machine APR qui avait enfermé ces gens-là. Maintenant, pour les libérer, on donne ce travail-là à l'opposition et à ce petit groupuscule donc de l'APR. Ceux-là qui prônaient partout, ils veulent l'amnistie de Karim Wade et l'amnistie donc de Khalifa Sall. Là, ils ont maintenant du pain sur la planche. Mais maintenant, le problème c'est que c'est un cadeau empoisonné. Hein. Quand je dis cadeau empoisonné, c'est que comme vous l'avez dit, l'amnistie attaque directement les faits. Et quand on parle de faits, cela veut dire que tout ce qui est chargé, et c'est ça qui est hélas décevant. Parce que je te rappelle en 2013, 2014 jusqu'en 2016, quand on traquait Karim Wade, on avait dit qu'il avait plus ou moins volé donc 64 milliards et il a donc 138 milliards derrière le dos. Au lieu, c'est ça qui est important, au lieu donc de voir comment faire pour récupérer ces 138 milliards, on a préféré donc le laisser à Doha. Bon. L'argent, le Sénégal n'en a pas besoin, alors que si, parce qu'on a des femmes qui doivent faire du sumio, qui doivent faire beaucoup de choses. Et vous avez vu qu'on n'a que 10
médecins, comme on vient à peine de le dire, donc, etc. Pas médecins, mais je veux dire donc, des oncologues, exactement. Le Sénégal en manque beaucoup, mais pour des intérêts crypto-personnels et politiques, on a préféré laisser Karim Wade ne rien lui demander sur les 138 milliards. Le Sénégal en perd encore. Alors que ces commissions rogatoires-là, ce pool d'avocats-là nous a coûté ne serait-ce que la CREI nous a coûté plusieurs milliards. Je ne parle même pas de ce qui a été encaissé. Khalifa Sall, c'était le grand comble parce qu'après 1,8 milliard lui avait été donc, en tout cas condamné. En tout cas, il devait donner 1,8 milliard. Ses proches avaient glandé 2 milliards. Et il voulait donner ça à l'État pour que ça soit la caution, qu'il soit libre, etc. L'État a dit niet, il n'en avait pas besoin. Donc, en grosso modo, on sent nettement que l'objectif c'était quoi? De leur endiguer le chemin d'être candidat, de vraiment les rendre donc éligibles en quelque sorte. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant que le Sénégal en a beaucoup perdu d'argent, de procédures et de temps et même d'institutions, on revient pour nous dire qu'on veut non seulement les libérer mais les amnistier. Mais pourquoi maintenant cette amnistie? Pourquoi au moment où on est en train de préparer la présidentielle de 2024? De Gaulle dit que le timing est la chose la plus importante en politique. Donc le timing vient. Macky a déjà vécu ça. Quand je parle de vécu ça, c'est quoi? Il a endigué le chemin à Bougane Gueye Dany. Au lieu d'aller se taire, il a créé donc son grand pool là de non au troisième mandat. Et il a fait ravage. Il a endigué le chemin à Khalifa Sall. Ça ne lui a pas empêché en 2019 d'accompagner Idrissa Seck. Il a endigué le chemin donc à Karim Wade. Ça ne lui a pas empêché donc. Et beaucoup de ces candidats-là, vous avez vu la dernière fois pourquoi Idrissa Seck a eu 1 million de voix ou 900 et quelques mille voix. C'est parce que sur 47 listes parties, on n'en avait laissé que 5. Et toutes les autres listes qui n'ont pas pu se présenter se sont agrégées autour de Idrissa Seck. Conséquence, une coalition monstrueuse était en face à face avec Macky Sall et ça a glandé les 1 700 000 voix que vous avez vues. Ne pas tomber encore sur ce piège-là, il est obligé donc de laisser chacun, au lieu de s'occuper de la candidature de Ousmane Sonko, probablement qui risque d'être donc éliminé, cette candidature-là. Tu ne peux pas éliminer Khalifa Sall, éliminer Karim Wade, éliminer Ousmane Sonko. Ça, c'est mener directement donc, le pays vers le chaos, chose peut-être qu'il compte éviter. Et le grand danger, c'est que si vous éliminez la candidature de Khalifa Sall, vous éliminez aussi la candidature de Karim Wade, in fine, ils auront à soutenir quelqu'un et ça sera tout le monde sauf Macky Sall. Étant conscient de ça, et dans ce cas de figure-là, il sera face à face avec un Ousmane Sonko qui peut avoir à ses côtés Khalifa Sall et Karim Wade, là ça sera trop dangereux. Conséquence, on les libère et au lieu donc de s'engager, de batailler pour la candidature d'Ousmane Sonko, quelque chose comme ça, ils auront tout le temps et toute l'énergie que pour leur candidature personnelle et pratiquement ils ne calculeront pas une autre candidature rejetée probablement. Donc je pense que c'est des calculs bien vus. Moi j'ai dit ça depuis 6 mois qu'ils allaient être amnistiés parce que nous comprenons un peu comment ça va se faire. Mais de toute façon ce qui est sûr et c'est le message le plus fort je pense, c'est 1 an, 3, 4 mois qui restent de ce pays-là. Ça va être très sombre, difficile et compliqué. Compliqué surtout. Pourquoi ce refus-là de la part des opposants? Refus? Ils ont refusé l'amnistie. Ouais, bon, l'amnistie, parce que comme je t'ai dit, ça peut être un cadeau empoisonné. Quand je parle de cadeau empoisonné, eux, ils ont besoin de refaire le procès. Et c'est ça, c'est très... qu'on révise le procès. C'est ce qu'a dit CEDEAO, c'est ce qu'a dit l'Union africaine, c'est ce qu'a dit tout le monde. Le ministre de la Justice. Hein? Tout le monde a dit ça, sauf le ministre de la Justice qui dit que la peine pourrait être plus lourde. Mais on a parlé de... Aujourd'hui, on révise le procès. Oui, mais que ça soit un procès équitable, parce qu'on a dit qu'il y avait ce qu'on appelle des vices de procédure. Donc, on n'a pas donné le droit pratiquement à Khalifa Sall qui était pratiquement emprisonné alors qu'il était déjà député, son immunité n'était pas levée. Il y a énormément d'anomalies, d'injustices faites, de cafarnum juridiques qu'on a senti lors de ces 2 procès-là. Ces procès ne sont strictement que politiques. Mais madame, la chose qui m'intéresse plus sur ces procès-là, c'est que, mais attends, Khalifa Sall, Karim Wade, Macky Sall, ça ne nous intéresse pas trop. Le Sénégal, qu'on a dit qu'il a perdu 138 milliards et 2 milliards de Khalifa Sall, où est-ce que nous en sommes?
Aujourd'hui, personne ne parle de l'argent. Alors que ça nous a coûté quoi? Une institution capitale. La CREI débarque, 25 personnes dignitaires du PDS devaient être traquées jusqu'à la moelle épinière. La seule personne traquée, c'est Karim Wade après fermeture boutique. C'était quoi? Khalifa Sall même, c'était même pas, j'allais pas dire que c'est la CREI, mais imaginez, 25 dignitaires. On nous dit que tout cela, au minimum dirigé ou bien devait rendre compte, etc. Mais il n'y a qu'au Sénégal que vous voyez l'OFNAC, l'IGE, Cour des comptes, il y a aussi la CREI, qui épingle toujours des politiques, en tout cas, de ce pays-là, et in fine, ce n'est que des théories, ce n'est que des peines perdues, ce n'est que de la politique, absolument rien, le Sénégal n'en gagne. Donc c'est quelque chose à vraiment déplorer. Et ça devait être la quintessence de ce débat-là. Malheureusement, les gens ne parlent plus de cet argent-là. Ils ont même oublié combien Karim Wade nous devait. Vous rejoignez peut-être un peu l'OFNAC qui a déclaré avant-hier que le problème est dans les textes. Peut-être que les limites sont, à leur niveau, les limites sont dans les textes parce qu'ils sont circonscrits de manière qui ne permet pas peut-être d'avancer. Bon, oui, quand je dis d'avancer, bon, il y a un travail qui n'est pas encore fait. En fait, il y a un travail qui n'est pas fait en quelque sorte. Parce que l'OFNAC n'a pas le droit, n'est pas maître de poursuite, ça nous savons. Mais naturellement, ils ont deux rôles à jouer et ils doivent le jouer normalement. Après ces audits, après ces contrôles-là faits, ils doivent d'abord mettre le rapport là sur la table du président de la République, ça c'est la première chose, et faire un communiqué aussi. Ce communiqué-là est plus ou moins, il devient de plus en plus donc, galvaudé parce qu'au temps de Nafissatou Ngom, on a vu la grande différence. Les grands voleurs, si je peux les appeler comme ça, étaient traqués jusqu'à la moelle. Mais de plus en plus, on voit que ça tombe en tout cas, ça tombe dans l'eau comme ça. Ouais, alors que ça devait être fait. Que leurs deux rôles, en tout cas, soient exercés avec plénitude. Que ces rapports soient faits sans distinction, sans disparité, mais aussi de manière anonyme. Qu'ils le fassent et après qu'ils déposent ça sur la table du président de la République, malheureusement, qui va mettre son coude dessus. Mais que le communiqué soit publié. Parce qu'ils ont ce droit, ils ont cette prérogative-là. Devrions-nous voter l'amnistie à l'Assemblée nationale? Devrions-nous accepter cette loi? Je ne veux pas parler, il faut amnistier celui-là, il ne faut pas... Bon, parce que là, c'est politique, hein. Mais allons-y vers le factuel. Qu'est-ce que le Sénégal en gagne après en avoir perdu plus de 3-4 milliards? Le pool d'avocats, ils en avaient combien? Vous imaginez, les commissions rogatoires, vous comprenez qu'est-ce que c'est? On prend un comptable, on prend un avocat, on lui donne toute la possibilité, carte blanche, il part faire le tour du monde pour chercher donc tout ce que tu as. Vous imaginez ça, combien ça nous a coûté les commissions rogatoires? Je ne peux pas vous dire. Ces avocats l'ont pris pendant 3 ans, leur honoraire, tout ça, le Sénégal a déjà payé. C'est bien quand on paye ça et qu'on retrouve après 2 milliards ou 3 milliards ou 4 milliards, limite pour compenser. Mais ce que le Sénégal a gagné, c'est ce que Macky Sall en a gagné, c'est leur empêcher d'être candidat. C'est ça qui est le grand malheur en fait. Moi c'est ça que je dis. Mais que ça soit amnistié, que ce soit voté ou pas, moi je préfère qu'il y ait révision de ces procès-là. Parce que si par exemple ils ont volé, qu'ils rendent, s'ils n'ont pas volé, qu'ils soient blanchis. Et il y a une différence entre blanchir quelqu'un et l'amnistier quelqu'un, il y a une grande différence. Et la grâce aussi. Bon, l'amnistie que Karim Wade refuse aussi, bon, c'est de bonne guerre. Parce que accepter une amnistie, c'est accepter que j'ai fait, mais je veux qu'on me pardonne. Alors qu'eux, ils plaident depuis l'existence qu'ils n'ont rien dérobé. Alors, donnons-leur donc la possibilité donc, de se justifier. Effectivement, ils sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Pour parler d'éducation, M. Fall, on a vu que le concept Ubitaï, Djangataï, comme on le disait au Sénégal, a été endigué par beaucoup de choses, notamment l'inondation. Est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à des perturbations liées au problème de rémunération comme l'année passée? L'hiérarchisation des priorités est très importante, il faut le comprendre. Parce qu'un pays ne développe pas sur des slogans Ubitaï, Djangataï, il devait prévoir tout ça. Parce que quand tu parles de problème d'inondation, tu parles de 2 problèmes. Tu parles de l'éducation en tant que telle, mais tu parles aussi de la gestion de l'inondation. Je te rappelle que cette gestion nous a coûté 902 milliards. Et ça nous a coûté 10 ans. Macky Sall était visionnaire en 2012, quand il venait au pouvoir, il a campé le débat. Il a créé donc ce fameux projet-là appelé donc, le plan décennal de lutte contre les inondations. C'était très bien fait. Il l'a campé sur 10 ans à 3 étapes.
la restructuration, il a parlé donc de restructuration, il a parlé de recensement, surtout c'était très important et tout. Il a tout fait. On attendait que, donc, après avoir injecté plus de 700 et quelques milliards d'abord en amont, et puis même avec des avenants de plus, donc ce qui a fait 902 milliards, qu'on ait une solution idoine, j'allais l'appeler, qu'on parle plus, que ça soit en tout cas un mauvais souvenir. Et là, ce que le Sénégal aujourd'hui, ça a plus que 3 ou 4 fois ou 5 fois maximum à hauteur de 206 millimètres. Et le Sénégal, vous le savez, en tout cas Dakar particulièrement, patauge dans l'eau. C'est ça qui est anormal. D'abord, des comptes doivent être rendus pour cette gestion-là, c'est la première chose. Deuxièmement, qu'on ne se limite pas à des slogans. On dit que, oui, le Sénégal, c'est ce qu'on veut. C'est très intéressant et c'est très normal. Mais il faut toujours planifier et c'est très important parce que les décisions, je le rappelle tout le temps sur les plateaux, la règle du PODC, elle est fondamentale, importante. La règle du PO, c'est savoir planifier, le PO, organiser, prendre une décision et communiquer dessus. Il renverse la tendance. Il commence toujours par la communication et aucun acte n'est pris. Conséquence, les écoles sont dans l'eau et ce Ubitay Djangetay ne restera que sur les lèvres ou en tant que slogan, mais dans le factuel, c'est que les élèves ne pourront pas en nager pour faire cours. Donc qu'on puisse comprendre les choses telles. C'est bien ça, les trois faces de l'Afrique, comme on dit. Il y a ce qui est dans le chiffre, sur le papier, et ce qui est factuel et qui est là, et ce qu'on montre aux autres qui n'est pas encore là. L'année passée, on a vu que l'année a été vraiment troublée. Les élèves ont perdu plus de 200 heures de leur volume scolaire. Oui, par les grèves. Donc, est-ce qu'on s'attend à une année plus paisible cette année? En tant que professeur, j'enseigne parce que c'est très important de le préciser. Les gens parlent des élèves n'ont plus de niveau. Vous entendez tout le temps ça, non? L'éducation est aujourd'hui cabossée, etc. Le problème vient de là. Chaque année, on est dans le perpétuel recommencement. Des grèves jusqu'à frôler l'année blanche. On trouve des solutions rapides, donc du tafiengle, pour passer à autre chose. Alors que l'éducation doit être, en tout cas les pays qui sont développés, qui sont conscients, ils négligent pas la santé, l'éducation et vraiment la sécurité. Ils ne négligent pas ces choses-là. Malheureusement, que ça, c'est des corporations aujourd'hui très ciblées par les politiques. Malheureusement, donc très ciblées par les politiques, alors que ça devait être à l'abri, en tout cas, ça devait être départi de tous ces calculs politiques-là. Il faut qu'il essaie donc de trouver d'autres politiques beaucoup plus objectives et aller vers l'essentiel. Parce que ça fait mal des fois un pays aussi riche que le Sénégal, qu'on dit qu'on vend une partie de Dantec parce qu'on a un problème de 30 milliards, qu'on dit que les étudiants non orientés donc ne pourront pas accéder aux universités privées parce qu'ils ont un problème de 16 milliards, qu'on dise que cette année-ci donc les indemnités de logement des professeurs tournent autour de 4-5 milliards et qu'ils n'arrivent pas à l'avoir. Alors que le Sénégal dépense 52 milliards pour la salle Abdou Diouf, dépasse 150 millions donc pour le stade donc, de Diamniadio, dépasse 350 milliards donc, pour le BRT, dépense 1200 milliards pour le... Moi je te parle... La pyramide des besoins. Vous vous demandez exactement donc, comment ceci est possible. C'est juste parce que la hiérarchisation des priorités n'est pas vraiment en vogue alors que ça devait. Qu'on mette davantage, plus de temps, plus en tout cas de considération sur l'éducation et la santé. Et les pays qui sont développés ont compris ça avant donc de se lancer sur des slogans, etc. Merci. Effectivement, surtout une tropicalisation du curriculum. Madame, vous qui êtes peut-être maman, aujourd'hui, comment vous voyez le système éducatif? En fait, il faudrait que les parents aussi deviennent de plus en plus responsables. Parce qu'on ne peut pas livrer nos enfants à des enseignants qui sont tout le temps en grève. Si le niveau scolaire baisse, c'est aux parents de corriger les lacunes des enfants. Parce que quand vous voyez les bacheliers de maintenant, là, je me plais de voir une vidéo d'un enfant qui était en CM2 dans les années 1960, qui parlait très bien le français, et actuellement un étudiant qui est incapable de dire une phrase correcte en français. Je me dis que aussi il y a les parents qui doivent vraiment corriger. Et là, ce sont des problèmes récurrents chaque année. Il y a les politiciens, il y a autre chose, mais je pense que chacun doit y mettre du sien. Et les politiciens, le plus souvent, utilisent
ces syndicats-là pour régler des problèmes. On utilise les élèves aussi pour régler des problèmes, alors que le rôle d'un enfant, c'est d'aller étudier. C'est vrai qu'il faut pouvoir que ces jeunes soient éduqués dans de très bonnes conditions, ou bien, entre guillemets, enfin, de conditions admissibles. Mais c'est aux parents aussi de donner du sien. Parce que quand ton enfant est à l'école, il faut pouvoir suivre son enfant. Voilà, c'est ce que... Moi, je ne suis pas trop politique. Moi, je suis toujours pour... Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'intérêt de la population. Astou, peut-être une question ou une intervention? Moi, je vais intervenir au niveau des enseignants. Je ne peux pas concevoir, déjà, ici au Sénégal, les enseignants sont très mal payés par rapport aux autres pays. Et aussi qu'il y ait des retards de paiement. Moi, je vois l'enseignant comme une branche très importante pour le développement d'une société. Parce que même le président de la République, il passe par un enseignant. Si les enseignants sont mal payés, ils deviennent des employés frustrés. Et un employé frustré ne fait pas de bonnes récoltes, ne donne pas de bons résultats. Donc, il faut revoir le paiement des enseignants, diminuer les grèves. Et pour les inondations, c'est l'État qui aurait dû être plus préventif en fait. Parce qu'il y a eu des pluies très torrides. Là-bas dans les écoles, les élèves ne peuvent pas apprendre. Il y a la boue, il y a le manque d'hygiène. Les conditions ne sont pas... Voilà, ils vont plus adopter des maladies qu'apprendre quelque chose. Et ça, c'est une régression. Gouverner, c'est prévenir. Donc, la responsabilité est partagée, comme l'a dit Madame Guénou aussi, par rapport aux parents, aux professeurs et à l'État de prévenir, de payer également les enseignants pour un bon fonctionnement, autant pour moi, de l'année académique qui vient d'ouvrir ses portes. Je pense qu'on a fait le tour des thèmes prédits pour cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci à nos invités d'avoir répondu à notre invitation, Madame Guénou. Merci beaucoup, vraiment, Madjiguène Kane, de m'avoir invité sur votre plateau. Je remercie les autres invités et surtout le politologue qui m'a beaucoup appris. Donc, vraiment, je remercie la chroniqueuse et j'étais contente d'être avec vous ce matin. C'est un plaisir. Merci à vous aussi, M. Père. Merci à vous. C'est un grand plaisir aussi de partager le plateau avec Madame Guenoun, vraiment qui est une belle connaissance pour moi, c'est sûr. Et avec Assou aussi, qui me ravit en quelque sorte, parce qu'elle est ancienne étudiante de moi, et qui fait bien le travail, et j'apprécie beaucoup. Merci à vous tous, et merci aussi à la chaîne, et à vous, Madjiguène. Merci, c'est avec plaisir. Assou, vous êtes un petit mot à la fin. Merci Madjiguène pour cette invitation ici dans ton émission, La Lutte. Je remercie Madame Guénou et Monsieur Fall. J'ai été ravie de partager ce plateau avec vous. Donc, merci. C'est avec plaisir. Donc, ces mots mettront fin à l'émission La Loupe de cette quinzaine. C'est avec plaisir que j'ai eu à passer ce temps-là, à les partager avec vous. Et j'espère vous retrouver la prochaine quinzaine pour d'autres actualités. Merci. À la prochaine.